Bonjour à tous, je me présente Tanguy Cadrin, je suis conseiller technique de club pour la Ligue régionale de rugby des Pays de la Loire et aujourd'hui je vais vous proposer une formation qui va traiter de la dimension mentale en rugby. D'abord rappeler que c'est un sujet qui a été traité par Riyad Jaït et Michael Campo dans leur ouvrage La dimension mentale en rugby. Cette formation est appuyée sur leurs travaux qui prend en considération la prise en compte de l'environnement avec quatre structures, celle du club, celle du joueur, celle de l'entraîneur et celle du collectif. C'est une approche systémique et au cœur de cette démarche, on rappelle que la confiance mutuelle est un facteur d'influence très fort, un potentialisateur de la démarche entre l'ensemble des acteurs qui composent le projet. Je vous propose un regard sur ce modèle systémique, un modèle de performance que Riyad Jaït et Michael Campo nous ont proposé. Donc, on va commencer à se questionner sur la posture de l'entraîneur. La posture de l'entraîneur dans ce modèle systémique repose sur d'abord quatre éléments très forts, les connaissances scientifiques pluridisciplinaires, l'expertise du jeu, le leadership et le contrôle du climat émotionnel. Pour commencer, on va parler des connaissances pluridisciplinaires. L'idée d'avoir un maximum de connaissances scientifiques permet de mieux agir avec les acteurs qui composent nos projets, notamment pour échanger avec un médecin, un préparateur physique, un kiné. Ça permet d'avoir un regard éveillé sur la manière d'accompagner les différents acteurs. Mais aussi, je vais faire un focus sur la plasticité cérébrale. Je vous laisse regarder cette petite vidéo et on se retrouve juste après. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions,
Les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Donc, ça veut bien dire que nous, entraîneurs et éducateurs, notre manière d'agir des collectifs et des joueurs qui le composent est grande. Pour ça, on va donc regarder aussi l'expertise du jeu et donc de manière très liée, se rendre compte que quand je suis en maîtrise de ce que je dispense et la manière dont le mouvement de l'environnement est en train de se produire, que ce soit du jeu, que ce soit d'une réunion avec des dirigeants, dès lors que je suis en maîtrise, je vais agir directement en relation avec un climat favorable pour que l'ensemble des acteurs échangent. Cette expertise le permet. Cette notion du leadership. Alors pourquoi une vision pyramidale comme ça? Pourquoi cette image? Parce qu'on a dans notre culture construit et segmenté notre fonctionnement, c'est le fonctionnement entreprise, un peu industriel. Quand on regarde souvent en bas et qu'on est patron, on dit souvent qu'il y a de la merde. Et pour être un petit peu, et je vais essayer de nuancer cette vulgarité, mais quand on regarde au-dessus, on voit souvent des trous du cul. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement dangereux, cette segmentation. Si on regarde ce schéma-là, tout le monde ne voit pas la même chose. Il est important de revenir au cœur de notre démarche et de ramener les gens autour du projet et de son fonctionnement. Enfin, le contrôle du climat émotionnel. C'est essentiel pour agir au mieux avec les joueurs notamment et staff, dirigeants, les gens qui font partie de vos commissions. Bien parce que tout simplement, on a des variables très fortes là-dessus qui sont conditionnées à notre environnement. Rappelez-vous la plasticité cérébrale, ce qui fait que quand je suis pas bien, quand j'ai une émotion négative, il y a de grandes chances que j'agisse d'une manière à le faire comprendre. Quand je suis très bien, eh bien, je vais engager des démarches de telle manière à propager ce bien-être aux autres. Donc, il est important pour l'entraîneur de connaître l'état, d'abord le sien, savoir où il se positionne pour mieux agir avec les autres et puis comment les autres se positionnent pour mieux agir avec eux. Petite vidéo sur la notion de conformisme pour montrer à quel point l'influence de l'environnement peut nous amener à réagir d'une certaine manière. Je vous laisse regarder cette vidéo-là. C'est l'expérience de H, elle est très instructive. Mais jusqu'où allons-nous pour faire partie du groupe? Pour répondre à cette question, nous avons organisé une expérience de caméra cachée pour voir si cette jeune femme finirait par se lever en entendant la sonnerie, simplement parce que les autres le font. Vous pensez peut-être que jamais vous ne le feriez, mais rien n'est moins sûr. Il n'aura fallu que 3 sonneries pour que cette jeune femme, sans même savoir pourquoi, aligne son comportement sur celui du groupe. Et que se passerait-il si le groupe n'était plus là? Elaine, c'est à vous. Ça y est, elle est enfin seule. Tout le monde est parti et plus personne ne la regarde, excepté nos caméras cachées. Que pensez-vous qu'elle va faire? Notre cobaye n'a même plus besoin d'être en présence d'autrui pour se conformer aux règles du groupe. Voyons ce qui se passe si nous faisons entrer un nouveau personnage en scène qui ignore la règle. Bonjour, j'ai un rendez-vous à midi.
Asseyez-vous, ce sera à vous dans quelques minutes. Parfait. Merci. Pourquoi vous l'avez-vous? Tout le monde le faisait. Je croyais qu'on était obligés. Vous pensez que le petit nouveau va suivre le mouvement? De nouveaux patients arrivent sans se douter de rien. Lentement, mais sûrement. Ce qui n'était qu'une règle inventée spécialement pour cette jeune femme est devenue la norme pour tout le monde dans la salle d'attente. Pour nous expliquer ce qui se passe dans leur cerveau, voici Jonah Berger de l'Université de Pennsylvanie. Ce comportement de meute intériorisée, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. Dès le plus jeune âge, dès que nous voyons un de nos congénères faire quelque chose, notre cerveau nous envoie un signal positif si nous répétons cette action. Quand j'ai vu tout le monde se lever, j'ai senti qu'il fallait que je fasse pareil. Sinon, je me serais sentie exclue. Une fois que j'ai commencé à les imiter, je me suis sentie bien plus à l'aise. Le conformisme est essentiel aux sociétés humaines, mais il peut aussi mener à de mauvaises habitudes ou à répéter d'anciennes erreurs. Cela explique pourquoi même les rebelles qui n'imitent pas les bêtises de leurs semblables finissent par rejoindre leur rang. Plus choquant encore que de voir à quelle vitesse le conformisme façonne nos comportements est de constater que certaines forces modèlent notre façon de penser. On observe donc que ce fonctionnement, cette pression sociale liée à l'environnement, même quand on se sent très fort de nos valeurs, peut modifier nos comportements. Je vous rappelle, et je fais le lien avec la plasticité cérébrale, pour vous montrer que des ancrages se font très rapidement. Donc se poser la question du est-ce que c'est bien, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça a du sens, c'est important pour questionner notre démarche. Justement, on va avoir un petit regard avisé sur une observation d'un entraîneur au bord d'un terrain. On fait des fêtes d'affilée, bah, je peux vous dire les gars, il y a la terrasse qu'on se bouge le cul et puis que ça enchaîne. Hein. Allez, allez, allez. Les gars, tu l'as vu, il est tout seul. Corner là. Merde, c'est pas vrai. Discutez pas les gars, discutez pas. C'est la balle qui va parler, c'est pas la bouche. Il y a un péno, merde, l'arbitre. Eh, c'est l'arbitre, il faut faire votre boulot, merde. Tu vas t'avoir reculé, d'accord? Non, tu vas reculer, d'accord? Vous me parlez correctement. Vous parlez correctement, monsieur. Parce que moi, je vais vous faire reculer, moi, d'accord? Non, vous me parlez correctement. Vous reculez. Vous me parlez correctement. Moi, je suis arrivé du terrain. Je fais mon travail. Et toi, votre travail, il y a du tout. Parce qu'il y a un carton jaune, là. Avec le coup. Eh, Bartholin, vas-y, complète. Quoi? Non, la vie, vous pourriez pas aller autrement, un corps arbitral. Allez, hey. Et on se chie pas dessus, hein, au tir. Ouais, les gars, c'est bon, ça. Dans le cul, les bleus. Je supporte mon équipe, tu vois. Je sais bien, mais bon. Mais non, parce que 2-0 au bout de 10 minutes de jeu, les mecs. Ah, désolé. Les bleus. Non, mais c'est pas vous que je parlais. C'est l'arbitre, faut siffler les deux côtés, hein. Ça, on en reparlera en haut lieu, moi, je vous le dis. Hein. Il y a des licences qui vont sauter. Ouais, les gars, l'arbitre, il est pas avec vous. Hein. Discuter avec lui, c'est pas rigolo, quoi. Ah ouais? Faites gaffe. Faites gaffe, ça sent la compensation deuxième mi-temps, la gars. Alors, je vous conseille de pas faire de faute dans la surface. Hein. C'est l'arbitre, il y a une faute sur le 5 orange. Il y a une faute sur le 5 orange. Dis non, vous me poussez pas. Le 5 orange, il est bousculé. Je peux pas te sortir. Non, mais me poussez pas, me tapez pas. Alors, vous n'avez pas rentré, d'accord? Mais non, mais c'est lui. Attends, passe pas la ligne. Non, mais déjà, les mecs, allez au point de pénalty, mettez une tête aussi. Merde, et on va vous laisser dans votre merde. Qu'est-ce que c'est ça? Vous me faites chier, tiens. Allez tous vous faire foutre. Alors, évidemment, c'est un sketch, mais très sincèrement, c'est des situations qu'on
qu'on peut percevoir parfois autour des terrains ou sur le terrain. Tout l'enjeu, c'est évidemment que ça ne se répète pas et que le résultat, la manière de percevoir l'intérêt personnel avant justement la mise en place d'un climat qui permette la conduite du jeu, hein, dans la relation à l'arbitre, dans la relation au dirigeant, dans la relation aux joueurs, au public, eh bien, il est important de développer cette intelligence émotionnelle pour mieux relationner avec l'autre, quels que soient les acteurs. Comment agir en fonction de la structure. Cette structure, elle a une organisation et parfois, je vous montrais sur le système pyramidal juste avant, on peut y résister. Cette organisation, elle est d'abord fonctionnelle. Le qui fait quoi est fondamental. Ensuite, sera questionner les valeurs afin que l'ensemble des acteurs du projet perçoivent ces valeurs comme socle de leur démarche. Ensuite, les moyens. Il est important que ces moyens soient en relation avec les objectifs du club et les actions qui sont liées. La culture, ce club a une histoire et il tient de la prendre en considération pour construire des projets adaptés. Ensuite, une vision partagée. Il faut que tous les acteurs se retrouvent afin de partager leur vision du club, de l'environnement, des projets, des objectifs pour agir en cohérence. Il n'y a pas d'autorité saine sans structure cohérente. C'est important, finalement, de prendre en considération que pour agir, il faut donner du sens. On va porter un regard maintenant sur le collectif. On va d'abord évoquer les stratégies de jeu pour que ce soit le plus lisible possible. Eh bien, c'est la manière, au regard des objectifs qu'on s'est fixés, des situations qu'on pense rencontrer, eh bien, articuler, anticiper la manière dont l'ensemble du collectif va pouvoir agir. Ensuite, cette intelligence collective, chaque individu a évidemment des très bonnes idées. Tout l'enjeu, ce sera de voir comment ils vont pouvoir agir ensemble pour animer ce mécanisme, ce système de fonctionnement partagé. La structure du groupe, eh bien, sur ce diagramme à droite, c'est une cartographie que propose Moreno. C'est les liens en fonction de différentes questions. En se questionnant sur ce point-là, on va voir qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins, ou des acteurs, hein, tout simplement du projet, plus ou moins isolés. Tout l'enjeu sur la structure du groupe sera de regarder comment ils communiquent entre eux, les fonctionnements autour de cette communication sur et en dehors du terrain, les rôles et les statuts qui ont une influence majeure sur la manière dont ils ont de se percevoir dans le projet. Et puis les normes qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'expérience du conformisme, agissent directement sur les comportements du collectif. La cohésion du groupe, on va la regarder sur l'ambiance qu'il y a au sein de ce groupe-là, regarder ce qui se passe socialement parlant, le bien-être ensemble, d'un point de vue plus opératoire sur l'atteinte des buts partagés, hein, d'où l'idée je fais le parallèle avec ce qui a été évoqué dans le cadre du projet club, de la vision partagée, mais pour intégrer les personnes dans un projet attractif, il faut qu'il soit partagé. Sans une vision commune, eh bien, on a de grandes chances que la confiance, que la cohésion soit fragilisée, bien parce que les intérêts sont pas partagés et pas identifiés. L'efficacité collective, eh bien, on verra face à certaines situations et il faudra observer et accompagner les collectifs à agir en fonction de ces situations-là, voir comment collectivement ils font face au mouvement que génère le jeu, l'environnement club, leur environnement aussi quotidien, comment collectivement ils répondent à cela afin d'aller chercher la performance et les objectifs souhaités.
Une fois qu'on a évoqué ces aspects-là, eh bien, on va regarder comment fonctionne l'individu, la personne. Peut-être d'abord rappeler que le joueur est une personne et que le joueur n'efface pas la personne quand il est au club. Souvent, on a tendance à avoir des gens qui se considèrent joueurs de rugby. Ce sont des étudiants, des professionnels, des gens qui travaillent, qui sont pères de famille. On parlera d'identité sociale. Elles sont nombreuses. Appréhender avec le joueur la manière dont il se perçoit est un enjeu très fort. Pour la performance du joueur va d'abord être observée au travers des habiletés de base nécessaires à faire face aux situations de jeu et aux mouvements de l'environnement. Les habiletés d'abord sociales, la manière qu'on a d'interagir avec les acteurs du projet, les habiletés cognitives, la manière de comprendre et de réagir en fonction des situations rencontrées, les habiletés motrices pour se déplacer avec le plus de cohérence possible dans les différents espaces, et puis les habiletés physiques, on parlera de endurance, de vitesse, de puissance ou du développement musculaire. Quand on parle évidemment, et je tiens à faire un focus là-dessus, de développement musculaire, ce n'est pas du bodybuilding, mais notamment de la prévention à toute forme de pratique. Hein. Donc voilà, c'est tout ce qui va permettre d'adapter au mieux, de construire au mieux des habiletés pour faire face aux situations de jeu et de l'environnement. Elles sont potentialisées par le triptyque de base du potentiel humain et vous verrez que ce qui a été vu tout à l'heure sur l'expertise relationnelle dont vous devez faire preuve prend tout son sens quand on sait que l'état émotionnel agit directement sur les habiletés nécessaires à faire face au jeu, agit directement sur la confiance qu'ils ont en eux. Rétablir un sentiment de réussite est nécessaire pour les acteurs du jeu afin de rentrer dans une démarche de progression, d'apprentissage et de plaisir de la pratique. Quand on parle de plaisir de la pratique, on interrogera les motivations de chaque individu, des motivations plus intrinsèques qui seront liées justement au plaisir de la pratique et à l'apprentissage, des motivations plus extrinsèques, facteurs de reconnaissance extérieure liés à l'argent, liés à la reconnaissance du père, liés, etc. Donc, favoriser dans le climat de vos entraînements la motivation intrinsèque qui est favorable à l'apprentissage, et l'apprentissage influe directement sur la performance. L'intelligence émotionnelle pour les joueurs, les accompagner à le développer, c'est voir où ça fonctionne bien, où ça fonctionne moins bien, l'identifier avec le plus de cohérence possible pour agir dessus, le partager. Donc c'est important qu'ils puissent évoquer et partager ces états d'être, justement pour qu'ils puissent aller chercher un équilibre affectif nécessaire à la performance, où le cerveau est très lié au cœur. C'est en fait, comme il a été démontré tout à l'heure autour de la plasticité cérébrale, eh bien, que nos émotions, notre manière de percevoir l'environnement, agit directement sur notre cerveau et réciproquement. C'est un focus très important qui nous permettra d'agir avec le maximum de bienveillance possible, avec les joueurs et les joueuses qui sont d'abord là avant toute chose pour prendre du plaisir, se questionnera pour eux qu'est-ce que c'est que du plaisir, comment ils peuvent le prendre. Et là, dans tous les projets évidemment et dans toutes les structures de groupe, de club, il y aura des manières différentes de le percevoir. À vous de vous adapter en fonction des objectifs visés. Pour vous partager un regard sur cet accompagnement avec les joueurs, eh bien, tout l'enjeu, c'est de partager l'important dans l'environnement dans lequel ils évoluent. D'abord, la dimension structurelle, on l'a vu tout à l'heure, avec cette cohérence de projet, cette vision partagée. Ensuite, avec cette structure
liées aux personnes qui le composent, hein, donc le développement des compétences, les mobilisations des aptitudes de chacun, la confiance en soi, on l'a vu tout à l'heure, mais la motivation et la gestion des émotions potentialisent justement ce socle de structure de projet. Et puis cette dimension collective où dès lors qu'il y a une forte cohésion, eh bien les gens se sentent intégrés dans ce projet attractif d'un point de vue à la fois opératoire et social. L'analyse des pratiques d'entraîneurs, eh bien peut-être c'est une proposition, hein, mais chacun verra comment il se sent le mieux au travers de son authenticité. L'entraînement mental intégré au regard de ce qui vient d'être expliqué est finalement quelque chose que vous faites de manière naturelle, mais que vous n'identifiez pas toujours ou que vous identifiez parfois. Et tout l'enjeu sera de voir comment accompagner justement le développement de chaque individu au service du projet de jeu, de leur projet personnel au sein du groupe, de leur collectif. Ça passe par cette expertise, être précis au travers de cette expertise, d'avoir une pédagogie adaptée à la portée de chacun et s'adapter aux différents profils qui composent vos collectifs respectifs. Ça passe aussi par une écoute très active pour être en lien avec la logique de tous les acteurs et s'adapter à ce qui est dit. J'en parlais juste avant, mais être vraiment en relation avec le mouvement de votre collectif, c'est écouter et percevoir. Et ça, c'est fondamental de le prendre en considération. Être capable d'innover et d'adapter en fonction de ses réponses et de les partager avec eux. La dynamique de groupe afin finalement d'avoir des gens qui travaillent dans le même sens. Donc donner du sens à la base, c'est agir en synergie et puis faire preuve d'empathie, c'est les accompagner à se réaliser dans le cadre de ce projet d'entraînement. Et encore une fois, on ne parle pas que de joueurs, mais bien de personnes qui viennent prendre du plaisir au travers de la pratique rugbystique. Enfin, je tenais à vous faire un petit focus là-dessus. C'est un outil, une échelle que Riyad Jahit et Michael Campo ont créé afin d'évaluer finalement à quel niveau vous vous situez et en réponse à la relation entraîneur-entraîné. Eh bien, cette échelle donne un regard simple, synthétique sur finalement où vous vous situez selon certaines actions et comment les joueurs réagissent en fonction de vos postures. On pourrait imaginer qu'un joueur qui se ressent comme stressé ait plus besoin d'être guidé ou dirigé. Un joueur qui se sent utile, eh bien, on va peut-être avoir un accompagnement plus de facilitateur s'il se ressent comme tel. Et puis souvent, avec les positions de joueur leader, eh bien, on partage beaucoup. En fonction de ces différentes postures, eh bien, eux agissent et répondent d'une certaine manière. Ils peuvent exécuter, agir, essayer, oser ou partager. Je trouve vraiment cet outil très pertinent parce que ça permet d'avoir un regard clair sur la manière de conduire finalement cette autonomie et de la permettre auprès de notre collectif. Et donc, évidemment, selon la posture qu'on va avoir, dès lors qu'on partage, eh bien, on va permettre l'innovation. Dès lors qu'on dirige, on va avoir plus des exécutants. Donc, s'évaluer en fonction de ça semble quelque chose d'assez important. Je pense personnellement que dans le cadre de l'entraînement, chaque acteur est important. L'expertise de chacun se mettra au service de tous et donc de permettre les initiatives et une communication la plus ouverte possible pour réguler le projet en fonction des besoins de chacun. Je vous remercie pour ce temps de formation et l'attention que vous aurez portée à cette vidéo, que ça vous apportera un éclairage sur l'influence de la dimension mentale sur les projets. Je vous dis à très bientôt pour un autre module. Au revoir.